Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. Comme toutes les semaines, l'actualité technologique et informatique de la semaine, en tout cas ce qui m'intéresse personnellement. Table des matières dans la description si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Premier sujet qui a un rapport avec la chaîne, c'est que ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'utilise des liens d'ailleurs tracking Amazon. Et contrairement à LDLC, il y a réellement des gens qui l'utilisent. Donc, moi je le dis, je pense que le DLC traficotait leur truc, mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. En rapport un petit peu avec le sujet, je vends toujours ma GTX 1080 Ti si quelqu'un veut l'acheter. Personne ne la veut avec le waterblock, donc je vais retirer le waterblock, je vais mettre le refroidissement AR. S'il y en a qui est intéressé, c'est un modèle Thunder Edition d'une 1080 Ti. Vous pouvez me contacter par mail, je la vends 450 € avec les frais de port, donc voilà, si vous êtes intéressé. Une autre news avec la chaîne, c'est que les contenus Linux arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord commencer par un petit peu genre comment essayer Linux sans l'installer. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas forcément l'installer, ils veulent juste essayer, voir ce que ça donne. J'essaierai certainement de montrer avec Ubuntu. Je sais que certaines personnes n'aiment pas Ubuntu, mais depuis qu'ils sont retournés d'ailleurs à une interface graphique différente, qu'ils ont abandonné enfin leur Unity, Ubuntu est beaucoup mieux. Il a le plus de ressources en français, c'est le plus important, de pas mal de distributions Linux. C'est pas la meilleure, mais c'est beaucoup mieux que Windows, hein, soyons honnêtes. Et du coup, je commencerai par des contenus là-dessus. Le NAS, je suis encore en train d'essayer de choisir le système d'exploitation. Il y a FreeNAS qui m'intéresse, mais FreeNAS n'est pas sous Linux, évidemment. Vous avez Unread, qui est pas trop mal. Je ne sais pas si Unread est sous Linux, mais on peut faire facilement des VM avec Unread, c'est ça qui est bien. Et surtout, il y a du PCI pass-through, donc on peut passer une carte graphique à une des VM. Ça, c'est plutôt pratique si je veux faire de l'accélération GPU pour réencoder des vidéos dans des formats plus faciles à interpréter dans mon logiciel de montage, par exemple. Vous avez aussi OpenVault Media Storage, qu'on m'avait conseillé, mais apparemment, de ce que j'ai vu, je me suis pas mal renseigné, c'est que il est un peu en retard niveau mise à jour et que du coup, c'est plutôt bof. Euh, J'aimerais avoir en tout cas un qui supporte ZFS. Je sais bien que par exemple Unread le supporte via un plugin, pas officiel, mais il le supporte plutôt bien via le plugin, au point même qu'il y a des gros youtubeurs qui l'utilisent, dont vous avez Level One Tech, eux ils font énormément de contenu Linux. Ils ont justement configuré un serveur pour Gamer Nexus sous Unread avec le plugin ZFS, et c'est pour ça que je suis en mode. Je veux dire, si Level One Tech l'a mis dans une situation de production, c'est qu'ils ont assez confiance là-dessus. Et personnellement, c'est ce qui m'intéresserait. En gros, moi, je veux juste, évidemment, un serveur plutôt bien sécurisé au niveau des données. Je veux pas perdre facilement mes données, en tout cas. Et je veux des bonnes performances quand même en lecture et en écriture, surtout sur des gros fichiers. J'ai pas beaucoup de petits fichiers, surtout des gros fichiers vidéo qui doivent être lus rapidement et écrits rapidement sur le NAS. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Mais tenez compte que les contenus Linux arrivent, surtout quand j'aurai le studio. Là, je pourrais en faire pleinement. J'ai plusieurs trucs prévus. J'aimerais faire par exemple un NAS avec un Raspberry Pi. Ça, c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez genre utiliser des vieux disques durs et faire un NAS qui est plutôt sécurisé parce que vous pouvez les mettre en RAID 1. C'est deux vieux disques durs, vous en mettez. Et alors, évidemment, il y a de meilleures solutions, mais genre, c'est mieux que juste certaines personnes qui ont juste un disque dur. Ça arrivait à ma sœur récemment. Elle avait un disque dur externe. Le disque dur externe est mort. Et elle a perdu toutes ses données. Avec un système comme ça, il y aura déjà beaucoup plus de sécurité, évidemment. Même si on utilise des vieux disques durs et que c'est pas optimal, encore une fois, c'est quand même mieux que rien, en fait. Donc ça, je ferai, et c'est plutôt économique, parce que si vous utilisez des vieux disques durs, le Raspberry Pi, c'est genre 50 euros. Il faut juste quelques câbles par-ci par-là pour brancher le disque dur, et puis c'est bon, quoi. Donc c'est des solutions très 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 peu chères. Donc ouais, c'est le genre de contenu que je veux faire, hein. Je le dis clairement, je veux pas faire des contenus de haut niveau Linux ou autre chose. Je veux faire des contenus pour faire découvrir Linux et faire des trucs sympas avec Linux. C'est vraiment ça. Et c'est aussi ce que je veux faire avec la chaîne de manière principale. Et aussi les contenus que ça je veux faire, c'est réparer des téléphones et tout ça, montrer que c'est pas si compliqué, surtout si c'est des plus vieux téléphones qui sont bien souvent très faciles à ouvrir. Donc c'est le genre de contenu que je veux faire sur la chaîne Texama et je pense que c'est le genre de contenu qui intéresse le plus. Ça, y compris évidemment avec les guides d'achat de PC, comment faire certains trucs sur le PC, installer Windows, s'occuper de certains trucs. Je pense la direction que je vais prendre avec la chaîne Texama au fur et à mesure. Évidemment, je testerai des trucs, voir si ça colle, et si ça colle pas, ben, on essayera d'autres choses, c'est pas grave. Ok, ben du coup, commençons les news.
Première news, c'est le 3950X a eu ses reviews qui sont sortis. Il sort le 25, je rappelle toujours. Vous avez énormément de reviews qui sont sortis, dont 2 FR. Donc si vous voulez lire en FR, je vous les recommande chaudement. Et du coup, déjà le truc très surprenant avec ce processeur, c'est que il est encore plus impressionnant de ce qu'on se doutait, vraiment. Il est très, 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 très bon. Au point même que Intel doit être un peu en mode... ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans beaucoup de tests de production, euh, c'est un meilleur processeur que le i9 9980XE, qui, je vous rappelle, est techniquement le plus haut de gamme des processeurs Intel grand public, et il coûte 1000 et des euros, 1700 et des euros, et qu'il va être remplacé par un processeur qui coûtera moins cher, qui coûtera vers 1000 euros. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas un énorme boost de performance par rapport à l'ancien processeur. Et le 3950X a, comme vous pouvez voir, déjà une sacrée marge par-dessus. Donc, et il coûte 700 euros. Donc, ouais, ça va être compliqué pour Intel. J'avais dit qu'au final, avec la baisse de prix, Intel aurait quand même quelques processeurs qui pourraient être intéressants, mais au final, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et ouais, ils ont vraiment le feu sous les fesses. Et dans les jeux vidéo, évidemment, le truc qui ressortait le plus, c'est que dans certains jeux, il est plus puissant que le 3900X. Mais le 3900X reste le meilleur des processeurs Ryzen, en tout cas, pour le jeu. Et évidemment, le champion incontesté du jeu reste le Core i9 9900KS, ou le 9900K en tout cas, qui reste dans les plus performants dans la plupart des jeux vidéo. Après, encore une fois, à voir un petit peu ce que vous faites avec votre PC, hein. Je tiens toujours à le dire pour les gens. Et aussi, évidemment, le Core i9 9980XE, lui, est genre juste dépassé en fait, hein. Ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Un des trucs aussi surprenants avec ce processeur, c'est que, alors certains reviewers, on voit qu'il chauffe moins que le 3900X, mais de ce que j'ai vu, il y a pas mal de reviews, vous pouvez toutes les regarder, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ce processeur ou juste intéressé de manière générale. Il chauffe quand même plus que le 3900X. Il a plus de cœurs, c'est normal. Toutefois, comme c'est des cœurs, comme ce processeur a été fait avec beaucoup de processeurs qu'ils ont triés sur le volet, donc en gros, ils fabriquent des puces Ryzen avec Quicker, hein, donc une puce de base, et puis juste ils regardent celles qui sont très bonnes, peut-être que ça deviendra un 3800X, vous voyez? Ou alors peut-être celles qui sont genre, ouais, elles sont bonnes, mais il y a 2 cœurs qui sont un peu bancales, on les désactive, ça devient un 3600. Et si on a deux 3600, on a 2 puces pour faire un 3600, on fait un 3900X, qui lui a 2 puces 6 cœurs, basiquement, collées l'une à l'autre, si on utilise les termes d'Intel. Et du coup, le 3950X, par contre, c'est systématiquement 2 bonnes puces de 8 cœurs, total. Et du coup, ils ont pris des puces triées sur le volet, évidemment, parce que c'est un processeur avec beaucoup de puissance, et donc il fallait prendre les puces les plus efficaces niveau énergétique. Ce qui veut dire qu'au final, ce nouveau 3900X, au niveau pas overclocking, enfin si au niveau overclocking, il se débrouille bien, c'est plutôt au niveau consommation. Au niveau consommation, il y a beaucoup de sites qui l'ont report, c'est qu'il est au même niveau que le 3900X, ou même des fois plus bas. Et c'est une sacrée prouesse. C'est vraiment une énorme prouesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il consomme moins d'électricité que le Core i9 9900K. Pas le KS, hein. Le KS consomme encore plus. Le 9900K. Et là, c'est juste, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et l'époque où les gens disaient, ouais, le processeur AMD, ça chauffe, ça consomme beaucoup. euh, Maintenant, c'est Intel qui est un petit peu dans cette situation. Donc, ouais. Et au niveau overclocking, il se débrouille mieux que le 3900X. Beaucoup de reviewers ont réussi à l'avoir à 4,4. Certains l'ont à 4,5 même, sur tous les cœurs. Après, quand vous l'overclockez à une telle fréquence, vous devez augmenter évidemment le V-core et ça devient évidemment une fournaise et il consomme beaucoup d'électricité, ce qui semble logique. Après, vous avez 16 cœurs, ce qui est normal. Donc, ouais. Pas toujours devant le 3900X. Mais je pense que la conclusion cocotte ici est assez logique, c'est que c'est clairement le meilleur processeur d'un point de vue production de vidéo, juste si vous voulez de la puissance CPU. Mais si vous êtes en mode, je veux surtout jouer aux jeux vidéo, mais j'ai un budget un peu illimité, mais j'ai pas envie forcément de prendre Intel, parce que si vous avez juste un budget un peu illimité, que vous voulez juste le meilleur pour les jeux vidéo, ça reste le i9 9900K, comme j'ai dit. C'est l'un des seuls processeurs Intel qui a encore du sens. Mais si vous êtes en mode,
je préfère prendre AMD ou autre chose. Le 3900X est juste plus logique en fait. C'est un meilleur choix rien que là-dessus. Mais bon, pour tout le reste, le 3900X va être juste un choix parfait en fait. Toutefois, la disponibilité devrait être mal foutue parce qu'à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup de disponibles. Donc, le 3900X, lui, par contre, devrait être beaucoup plus disponible maintenant à partir du 25, justement parce que le 3950X prendra le gros des commandes et tout ça, et le 3900X restera un peu derrière en mode hey, je suis toujours là. Donc, ma foi, si vous voulez un 3900X, ce sera peut-être plus facile de l'acheter, même si je l'ai déjà vu en stock sur pas mal de sites, donc ouais. Mais bon, tenez compte que oui, ça va être un processeur, à mon avis, très compliqué à avoir. Et personnellement, je ne vais pas switcher dessus parce que, comme je fais beaucoup de jeux vidéo, mais que je fais de la production, le 3900X, selon moi, est un choix plus logique. Il est mieux équilibré et j'ai clairement pas besoin de 16 cœurs. Ce serait cool de les avoir, mais j'en ai pas besoin. Ensuite, une news au niveau carte graphique mobile. Vous avez AMD qui a introduit les RX 5300M et 5500M, si je me souviens bien. Il y en a plusieurs en réalité. Vous avez aussi les 5500 qui, je vous rappelle, avaient été un petit peu annoncés, mais qui n'étaient pas vraiment, sont pas vraiment sortis parce qu'elles sont seulement sur certains marchés ou sur le marché du OEM. Donc c'est les marchés genre des PC préfets et tout ça. Et je parle pas de PC préfets par des sites, je parle carrément de vraiment PC préfets par des marques comme, je sais pas moi, Asus MSI, Dell, HP, Acer et tout ça, quoi. Donc, c'est dommage. D'ailleurs, qu'on n'a pas encore cette carte-là, je l'attends pour faire un nouveau guide d'achat de cartes graphiques. Et il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui est annoncé. Enfin, bref. Du coup, ces nouvelles cartes mobiles sont donc basées sur l'architecture Navi. C'est la même que vous avez dans les 5700 et tout ça. Et elle devrait offrir un bon petit boost de performance par rapport aux cartes mobiles actuellement AMD. Surtout que les cartes mobiles AMD ont toujours été en retrait par rapport à Nvidia, il faut être honnête. Mais là, ça devrait nous donner une bonne upgrade. Elles sont surtout disponibles actuellement. Alors, elles sont disponibles dans tout fabricant de PC portable peuvent les utiliser. Mais l'un des plus notables, c'est justement Apple. C'est une news qu'on verra après, qui l'utilise dans leur nouveau MacBook Pro. Donc, c'est là que vous la verrez certainement beaucoup au tout début. Du coup, ouais, il n'y a pas vraiment plus à dire. On n'a pas vraiment de chiffre de performance et tout ça. Il faudra attendre. Tout ce que vous pouvez voir, c'est que c'est des cartes. La 5500 est à 4 Go de RAM en GDDR6. La 5300, elle, est en 3 Go. Et vous avez évidemment une version 8 Go et 4 Go de RAM. Enfin, 4 Go, c'est pas forcément logique en réalité quand on y pense, mais bon. Et aussi, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu surprenant, mais les fréquences sont assez variées, dirons-nous. Donc la version avec moins de RAM a des meilleures fréquences. C'est bizarre, oui, c'est vraiment bizarre. Je... Ouais, je comprends pas des fois. Bref, dans tous les cas, vous aurez différentes versions. Donc faites attention, si vous achetez un ordinateur portable, à prendre la version qui vous semble la meilleure niveau performance. Je sais pas si la version avec plus de RAM sera forcément la meilleure. Je pense que la version oui, avec les meilleures fréquences sera la meilleure. Et justement, on y arrive. Le nouveau MacBook Pro a été annoncé. Et c'est certainement l'un des produits Apple où Apple a le plus écouté les gens depuis je ne sais combien d'années. Et c'est le sentiment global sur Internet. C'est que c'est vraiment un MacBook Pro fait pour les pros en fait. Donc, il est passé à 16 pouces. Vous avez toujours le 15 pouces qui continuera d'exister. Vous avez du coup beaucoup de changements sur cet ordinateur portable, notamment le fait que maintenant la touch bar, avant la touch bar, c'est le truc tactile qui met au-dessus des claviers. euh, Avant, la touche échappe était tactile et elle buguait souvent la touch bar et du coup les gens n'arrivaient plus à utiliser leur touche échappe. Maintenant, il y a une touche physique échappe, il y a une touche physique pour allumer l'ordinateur avec un capteur Touch ID, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez un nouveau clavier ou un nouveau vieux clavier, donc ils sont retournés au design de clavier de 2015 avant les Butterfly Switch. Toutefois, ils l'ont quand même amélioré et du coup, beaucoup de gens qui l'ont utilisé sont en mode enfin, on a à nouveau un bon clavier dans un Mac et genre, il est bien. Ils ont passé à une batterie de 100 Wh, 100 kWh, ce qui est le maximum autorisé dans un avion aux États-Unis. Pour information, ils sont vraiment à la limite du maximum. Beaucoup de marques, bien souvent, mettent 97 kW pour être sûr. Mais vu que c'est un Mac, je veux dire, à mon avis, la plupart des agents de contrôle d'avion et tout ça ne vont pas trop embêter. Et aussi, ils ont amélioré, et ça c'est plus important, le refroidissement de l'ordinateur. Ils l'ont rendu un petit peu plus épais d'ailleurs, et il y a un bien meilleur refroidissement, ce qui fait que enfin
il peut refroidir le processeur qui est mis dedans. Parce que le problème, c'est que les anciens MacBook Pro, ou plutôt ceux qui sont encore en vente, euh, c'est le même châssis que voilà des années. Et pourtant, les processeurs qui sont dedans, ce n'est plus des 4 cœurs 8 threads, c'est bien souvent maintenant des 8 cœurs 16 threads. Et ils ne sont pas du tout bien refroidis. Donc ouais, ça c'est étonnant. Vraiment, je suis en mode, wow, Apple a écouté vraiment les gens, jusqu'au bout en plus. Ils ont écouté sur chaque problème qu'avait le MacBook. Et je suis vraiment, mais agréablement étonné. Donc ouais, ma foi, je tiens à le dire. Je ne suis pas toujours fan d'Apple, mais s'ils font des bonnes choses, je tiens à le souligner pour qu'ils continuent d'en faire. S'ils continuent de faire des bonnes choses comme ça, c'est une bonne chose. Après, évidemment, ils ont toujours plein de problèmes. Donc ouais. L'écran aussi, vu qu'il est en 16 pouces, un petit peu amélioré au niveau résolution, mais rien de bien qui change parce que c'est toujours la même densité de pixels à 226 pixels par pouce. Vous avez évidemment les Core i7 Seeker et les Core i9 Weaker dedans. Vous avez évidemment les nouvelles cartes AMD qu'on a vues en version apparemment 3 et 4 Go si je me souviens bien. Donc celle avec plus de fréquence. Et il commence à partir de 16 Go de RAM jusqu'à 64 Go de RAM. Donc merci d'arrêter de faire des portables à 8 Go. C'est bien ça parce que genre je suis le seul à être en mode, hey, oh tiens, je peux acheter un smartphone avec 8 Go de RAM pour 500 euros. Oh, je vais acheter un portable gaming, un ordinateur portable gaming, il coûte 1200 euros, il y a 8 Go de RAM. Et vous êtes en mode, what? Alors, évidemment, c'est pas la même RAM dedans, mais il y a un problème. Il y a juste un petit problème, quand même, des fois, quand on y pense. Il commence aussi à 512 Go de SSD, ce qui me semble être le strict minimum maintenant pour un appareil aussi cher, parce que c'est un appareil cher, hein. C'est bien qu'ils ne le mettent pas à 256 parce que ce serait une blague. Et il peut monter jusqu'à 8 Tera de stockage en SSD. Je suis en mode, what? Oui, qui aurait besoin de 8 Tera de stockage SSD. Mais bon. Et du coup, la mode XOM, oui. Le basique, hein. Le suit avec le Core i7 Seeker, avec la plus petite des cartes graphiques, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, est vendu pour la mode XOM de 2880 euros. Donc ouais, ça reste un Mac. Donc voilà. Ensuite, le Moto Razr a été annoncé. Le Moto Razr, si vous ne savez pas, c'était un téléphone très populaire par le passé qui était un flip phone. Donc c'était un téléphone que vous ouvriez, un flip phone, hein, parce qu'on pouvait le flipper quoi. Et du coup, Motorola a finalement annoncé, il y avait beaucoup de rumeurs, un nouveau Moto Razr. Et comme vous pouvez voir, c'est un téléphone avec un écran pliable, bien évidemment, qui suit le même principe, sauf que ça reste basiquement un smartphone. Donc, quand il est ouvert, il a la taille d'un smartphone classique, un écran 6,2 pouces et tout ça. Il a quand même une petite notch au-dessus, mais qui est plutôt bien intégrée, parce que si vous regardez, le dessus est courbé. Et du coup, c'est certainement l'une des notches les... Elle est assez grosse, mais qui est genre assez bien intégrée en réalité. Et puis vous avez aussi d'autres fonctionnalités comme un écran quand il est plié pour voir quand même quelques petites informations rapidement ou autre chose, ou pour même téléphoner ou autre chose, ça c'est plutôt pratique. Il a cet énorme truc en bas, même quand il est ouvert, qui pour information sert à abriter surtout le speaker et le capteur d'empreinte. Et bah, il n'y a pas vraiment plus, il y a une caméra évidemment selfie à l'avant dans la notch, contrairement à ce qu'a dit MKBHD. Et vous avez aussi une caméra à l'arrière que vous pouvez utiliser comme caméra selfie en réalité si vous le voulez vraiment. Et voilà. La grosse particularité de ce téléphone pliable, c'est que en fait, il n'y a pas de, il y a pas de, on voit pas un trou ou autre chose au milieu, là où il y a la bordure de l'écran. Contrairement au Galaxy Fold, si vous l'avez vu, il y a une petite bosse en plein milieu de l'écran, là où ça se plie. Et là, il n'y en a pas, parce qu'ils utilisent un design différent pour que l'écran se plie, au point même que l'écran même bouge en fait. On peut le voir sur la vidéo de MKBHD, le bas de l'écran bouge et se rétracte un petit peu. Et visiblement, ils utilisent un bon système parce que ça permet d'avoir un écran sans aucune pliure, quoi. C'est plutôt classe. Par contre, ce qui est moins classe, c'est que il coûte un peu cher déjà, forcément. C'était genre 1500 $, je crois, oui, c'est 1500 $. Et surtout, les specs sont pas les meilleurs. Il a une batterie de genre 2800 mAh. C'est très, 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 très serré, 2800 mAh. Sur un smartphone moderne, ça va pas durer hyper longtemps. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage, ça. Et il me semblait aussi qu'il avait pas forcément le dernier processeur ou autre chose.
Bon, ça, c'est peut-être moins gênant. Peut-être que ça économisera un petit peu en batterie et tout ça. Il faut savoir au final que c'est un téléphone très peu épais, comme vous pouvez voir. Et que c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas forcément les plus grosses specs qui existent ou autre chose. Il aura 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et d'ailleurs, non, même la batterie est de seulement 2500. Ah non, oui, c'est 2510 mAh. C'est encore pire que ce que j'imaginais. C'est le Pixel 4 qui a 2800 mAh. Oui, c'est plutôt bof. Et il utilise le Snapdragon 710. Au final, personnellement, je suis peut-être moins dérangé par le choix du processeur parce que le Snapdragon 710 est un assez bon processeur. C'est pas un processeur haut de gamme, c'est plus un processeur milieu de gamme. Mais le truc, c'est qu'il a à peu près la même genre de puissance qu'un ancien Snapdragon haut de gamme de à peine voilà quelques années. Et surtout, il consommera moins. Et je pense qu'avec la batterie très réduite, il vaut mieux avoir un processeur qui consomme moins. Donc, ouais. On verra. Il utilise toujours un processus de gravure en 10 nanomètres. Donc, par contre, là, il y a. Ouais, c'est loin d'être parfait, on va être honnête. C'est surtout, soyons honnêtes, ce téléphone est plus là comme un. C'est plus un symbole. Ce n'est pas vraiment un téléphone que je pense beaucoup de gens devraient acheter, rien que pour le prix. C'est plus là pour un symbole. Donc, pour ce qu'il est, je l'aime plutôt bien. Il est unique. C'est selon moi une bonne utilisation du principe de téléphone pliable ici. Une utilisation que beaucoup de gens peuvent être en mode. Ça, c'est une bonne utilisation. Et juste, c'est bien exécuté. Donc, un gros GG à eux. Et enfin, une autre marque qui a fait aussi un téléphone pliable, c'est évidemment Huawei, qui a enfin sorti son téléphone pliable en Chine, parce qu'évidemment, ils ont toujours des problèmes avec Android. Donc, il est sorti en Chine apparemment, et il est vendu pour un peu plus de 2000 dollars, évidemment, 2400 dollars. Pour être plus exact, il est vendu 16 999 yuan. Yuan? Je ne sais pas comment le prononcer, je ne suis pas chinois, je vais être très honnête. Et du coup, particularité, si vous vous souvenez, c'est que contrairement au Galaxy Fold déjà, il n'a pas de notch sur l'écran, ce qui est quand même beaucoup plus beau. Il était beaucoup plus beau aussi à regarder pour beaucoup de gens. Toutefois, l'écran est sur l'extérieur, ça veut dire qu'il peut facilement se faire griffer et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont même inclus, on le voit, voilà, une petite housse de protection. Donc, oui, l'écran est sur l'extérieur, mais au final, quand vous allez le mettre dans la housse, c'est comme si l'écran n'était pas sur l'extérieur. Donc, vous êtes en mode, ok, vous auriez pu le mettre sur l'intérieur au lieu de l'extérieur. Mais c'est pas grave, je suppose. Aussi, il ne semble pas avoir la bordure comme l'écran Samsung. C'est peut-être dû justement au fait que l'écran est sur l'extérieur et qu'il y a moins de problèmes à ce niveau-là. Même si, encore une fois, Motorola a réussi à y arriver sans avoir aussi de bordure et l'écran se plie sur l'intérieur, eux. Et puis, évidemment, les dernières specs, hein, pour Huawei en tout cas. Le Kirin 980, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, 4500 mAh, ce qui est pas trop mal. Mais tenez compte que pour une tablette techniquement de 8 pouces, il me semble, c'est ça, oui, c'est 8 pouces, c'est pas non plus une méga grosse batterie non plus, hein. Et l'écran va consommer évidemment beaucoup d'électricité. Et puis évidemment, support de la 5G, tout le tralala. Donc ouais, clairement un téléphone haut de gamme, mais c'est plus un. Moi, je le vois plus comme une sorte de bijou ou de principe, de truc de mode. Voilà, on va dire ça. C'est vraiment ça. Vous l'achetez pas parce que vous voulez le meilleur smartphone, vous l'achetez parce que vous voulez juste vous la péter. C'est basiquement ça, franchement. Vous êtes dans les transports en commun en mode je déplie mon smartphone et puis les gens sont en mode autour en mode waouh, il peut déplier son smartphone ou le replier. Et les gens sont en mode waouh, incroyable. Et voilà. Et puis au bout de 6 mois, votre écran est tout griffé parce qu'il est en plastique. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même intéressant à voir. Comme j'ai dit, c'est le début du futur. Juste que, évidemment, il faudra attendre quelques années avant que le futur soit un bon futur, parce que là, c'est encore un petit peu fragile et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, c'était tout sur cette news. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Normalement, je ne serai pas là à partir d'aujourd'hui, je tiens à le préciser. Pour ceux qui regardent aussi l'autre chaîne, la chaîne gaming, je ne ferai pas de live. Donc je reviendrai seulement le 21, il me semble, oui. Toutefois, vous aurez une vidéo qui va arriver pendant la semaine, qui est une vidéo assez importante. Je tiens à préciser que c'est une vidéo sponsorisée, mais c'est une vidéo qui a demandé beaucoup de temps. On a été avec Bill Silverlight, si vous ne connaissez pas, sur un lieu de tournage. On a tourné pendant toute une journée, donc c'est une vidéo avec beaucoup, on va dire, de production derrière. Et je pense qu'elle devrait être plutôt intéressante pour beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à la regarder. Je ne sais pas exactement le jour où elle va sortir, mais elle devrait sortir pendant la semaine. Donc si vous la voyez arriver,
N'hésitez pas vraiment à la regarder. C'est un peu pour vous montrer un petit peu le genre de contenu haute qualité qu'on pourra faire sur la chaîne Texama. Et comme ça, vous pourrez vous dire, ah ok, ouais, il y aura des vidéos un peu plus simples, mais il y aura des vidéos justement de qualité comme ça. Et c'est intéressant de voir un petit peu les deux côtés du spectre. Dans tous les cas, on va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis, salut à tous!